BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul. Allez, 18h18, ils sont là comme tous les vendredis, nos experts sans frontières, évidemment, pour refaire l'actu de la semaine. Juan José Dorado est avec nous. Bonsoir, Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes, journaliste espagnol basé à Paris. Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Richard, correspondant du journal suisse Blick. À Paris, on poursuit cette actualité internationale marquée par ce sommet de Munich, où vers lequel tous les regards sont tournés. Déjà pas mal de déclarations. Vous avez entendu notamment J.D. Vance qui s'est efforcé d'essayer de rassurer un petit peu les Européens dans leur rôle futur à jouer peut-être dans le dossier ukrainien. On va aller à Washington retrouver notre correspondant Benoît Ballet qui est avec nous. Bonsoir Benoît. J.D. Vance qui a dit que les Européens auraient leur place dans cette négociation, mais qui a aussi mis les Européens devant certaines responsabilités pour l'avenir. Oui, effectivement, un discours plutôt aux airs de sermon, on va dire. Avec Donald Trump, voilà ce qu'a dit J.D. Vance, il y a un nouveau shérif en ville. C'est ce qu'a assuré le vice-président américain, qui a donc appelé l'Europe à renforcer ses capacités de défense pour permettre à Washington de se concentrer sur les menaces dans le reste du monde. Voilà ce qu'il a dit, J.D. Vance. Nous pensons qu'il est important, dans le cadre d'une alliance commune, que les Européens renforcent leur défense pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Donc, extrait de son discours plus tôt ce matin lors de cette conférence de Munich sur la sécurité. Une chose importante, c'est que J.D. Vance n'a pas fait mention explicitement de l'Ukraine, mais qu'il y a eu une interview qui a été donnée au Wall Street Journal, publiée cette nuit. Et dans cette interview, J.D. Vance déclare que les États-Unis frapperaient Moscou de sanctions et potentiellement d'une action militaire si le président russe Vladimir Poutine n'acceptait pas un accord de paix avec l'Ukraine qui garantisse l'indépendance à long terme de Kiev, et que, chose également très importante, que l'option d'envoyer des troupes américaines en Ukraine si Moscou ne négociait pas de bonne foi restait sur la table. Une option qui avait été écartée hier par Pete Hegseth, le chef du Pentagone depuis le sommet de l'OTAN à Bruxelles, le secrétaire américain à la Défense, qui s'est à nouveau exprimé aujourd'hui depuis Varsovie, en Pologne, et il a estimé, lui, que l'Europe ne pouvait supposer que la présence de troupes américaines sur le continent durerait éternellement. On le comprend donc, les lieutenants de Donald Trump sont en train de souffler le chaud et le froid sur l'Union européenne pour évaluer les réponses de leurs alliés, voir comment ils pourraient tirer avantage de ces réponses en vue des négociations, en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Et d'ailleurs, vous savez, ces négociations ont commencé, on commence à discuter puisque Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et J.D. Vance ont commencé à se parler. Une réunion a débuté à peu près il y a une trentaine de minutes à Munich, donc en Allemagne. Merci Benoît, vous restez avec nous bien sûr sur BFM Business. Messieurs, je vais vous faire écouter effectivement ce qu'a dit Pete Hegseth, le nouveau secrétaire à la Défense, qui effectivement a pris moins de gants pour exprimer ce que disait J.D. Vance ce matin. Écoutez. Ce qui se passera dans 5, 10 ou 15 ans fait partie d'une discussion plus large qui reflète le niveau de menace, la posture de l'Amérique, nos besoins à travers le monde, mais surtout la capacité des pays européens à intensifier leurs efforts. C'est pourquoi notre message à nos alliés européens est si clair, c'est le moment d'investir, car on ne peut pas partir du principe que la présence américaine durera éternellement. Les membres de l'OTAN doivent dépenser et investir plus pour leur défense commune. Ce n'est pas une suggestion de la part des États-Unis, mais une demande directe à laquelle nous prêterons attention pour voir si l'Europe a la volonté de défendre sa base arrière. Voilà, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, il y a quelques heures du côté de Varsovie. Est-ce que les Américains, là, en débarquant en Europe, savent exactement ce qu'ils veulent faire sur l'Ukraine en attendant de parler de l'avenir de l'Europe et de l'avenir de la défense européenne? Est-ce qu'ils sont au clair avec eux-mêmes sur ce coup-là, ou alors est-ce qu'ils lancent des... Alors je pense que l'administration Trump est au clair sur deux choses. La première chose, c'est qu'il faut que les combats s'arrêtent pour que Donald Trump dise « j'ai fait ce que j'ai promis, j'ai arrêté la guerre en Ukraine ». Ouais. Ça, il va falloir que les combats s'arrêtent. Donc ils vont tout faire pour, soit en amadouant Poutine, soit en le menaçant de sanctions, mais c'est un objectif. La deuxième chose, c'est que, vous avez compris, j'ai oublié la formule, mais c'est une demande directe à laquelle nous prêterons de l'attention. Oui. Ça veut dire que c'est un ordre. En gros, c'est un ordre donné aux alliés de l'OTAN. Vous devez dépenser plus, sous-entendu, acheter d'urgence du matériel militaire
américain. Ça aussi, c'est un objectif que l'administration Trump ne va pas lâcher parce que derrière, il y a des emplois, derrière, il y a la création de nouvelles usines, etc., etc. Donc je crois que sur ces deux plans-là, l'administration Trump va foncer. La question du côté européen, alors on reparlera de l'Ukraine parce que bien évidemment, la négociation va évoluer, mais pour les fournitures en armes, c'est qui va commander en premier et est-ce qu'on va commander uniquement américain? Et là, la France, il faut bien le reconnaître, n'arrive pas à faire passer son message de commande d'abord européenne. Beaucoup de pays vont sans doute se ruer à Washington. Juan José Dorado, comment vous voyez les choses? Si on écoute Zelensky qui vient de déclarer effectivement qu'après avoir parlé avec Donald Trump n'a pas un plan clair de comment arrêter. Il sait ce qu'il veut faire, arrêter la guerre. Mais que Trump lui ait donné son numéro. Voilà. Mais par contre, vous avez tout à fait raison, il a eu le téléphone de Donald Trump. Et donc ça, c'est la première des choses, c'est qu'on assiste aussi à cette cacophonie entre le vice-président, le secrétaire d'État à la Défense, les déclarations intempestives de Donald Trump, et puis la cacophonie européenne. De la même manière, donc à Munich, où vous avez effectivement la présidente de la commission von der Leyen qui dit que peut-être il va falloir toucher la fiscalité actuelle pour donner des moyens justement Elle dit aujourd'hui aux pays. On réfléchit à assouplir les règles budgétaires pour permettre aux Européens d'investir plus. Vous voyez à quel point il faut en arriver pour qu'elle lance ce genre de phrase. Et en même temps, ce type de discours est quand même pour l'instant un peu vide de contenu parce que quand vous voyez qu'il y a des pays qui sont très loin des dépenses en défense qu'ils avaient promis. Un tout petit exemple, là on commence à parler qu'effectivement on commence à nous exiger peut-être 3% des dépenses en matière de défense, et l'Espagne vient d'annoncer qu'elle arrivera à 2% en 2029 avec un petit peu de chance. Donc vous voyez, il y a une cacophonie générale. Je crois que personne ne sait pour l'instant comment faire pour arrêter cette guerre et pour qu'il n'y ait pas des perdants. Je peux dire un petit mot, si vous voulez, sur le changement de politique entre Trump et Biden. On vous entend, Benoît, vous êtes en direct avec nous, on vous écoute. Aucun problème, allez-y, Benoît. Non, je voulais réagir à ce que j'entendais, effectivement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir aussi, c'est dans la façon dont Donald Trump se compare différemment de Joe Biden. Alors effectivement, on savait qu'il allait y avoir des différences entre ces deux chefs d'État, mais je trouve que d'abord il faut revenir avant-hier, ces coups de téléphone, ces deux coups de téléphone. Donald Trump appelle d'abord Vladimir Poutine. Il ressort de cet échange que, d'après Donald Trump, les négociations peuvent immédiatement commencer, et ce n'est qu'ensuite que Donald Trump passe un coup de téléphone à Volodymyr Zelensky. Ça ne se produisait jamais quand c'était Joe Biden aux manettes. L'ancien président démocrate consultait d'abord toujours son allié ukrainien avant d'envoyer des messages au Kremlin qui allaient revenir. Et puis, il y a cette rencontre qui va vraisemblablement avoir lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui a annoncé que ce serait en Arabie Saoudite avant que les chefs d'État se rendent visite dans leur pays respectifs. Et puis cette dernière déclaration choque, comme Donald Trump en a l'habitude, et on sait qu'il aime ça. Il a expliqué aussi, le président américain, que c'était une erreur de faire sortir la Russie du G8 en 2014, au moment où la Russie envahit l'Ukraine et prend possession de la Crimée. Et donc je trouve que il faut aussi se rendre compte qu'il y a une vraie envie, un vrai besoin de Donald Trump de choquer, de repousser dans leur retranchement les alliés pour espérer ensuite négocier à son avantage. Ce qui reboucle sur ce que vous disiez finalement, Richard, au début de cette interview, de cet entretien. Oui, absolument. Alors, choquer les alliés, moi j'irai plus loin. Donald Trump veut des alliés aux ordres. Oui. Point à la ligne. C'est-à-dire qu'il entend que les Européens lui obéissent. Et d'ailleurs, écoutez Pete Hegseth, on l'a écouté tout à l'heure, il a dit un nouveau shérif en ville. Le shérif, on lui obéit. Il n'y a pas de sujet. Et à l'époque du Far West, si on ne lui obéissait pas, on était tué. Eh bien, voilà ce qui se passe. C'est le monde de Donald Trump. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est assez simple. C'est que les Européens disent si oui ou non Trump, c'est le shérif. Est-ce qu'ils l'acceptent comme shérif ou pas? Et s'ils ne l'acceptent pas, alors dans ce cas, il faut qu'ils soient ensemble suffisamment forts et qu'ils proposent une alternative, quelque chose qui ressemble aussi à un plan de paix. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, il faut avoir une vue réaliste des choses.
Le seul qui parle de plan de paix aujourd'hui, on n'en connaît pas du tout les contours, c'est Donald Trump. Oui. Les Européens, ils ne parlent pas de paix. Et il y a un moment donné où les Ukrainiens vont commencer à dire, on préfère celui qui nous parle de paix que ceux qui nous parlent de guerre. Alors justement, les Européens n'ont pas alternative, mais ils le disent, il n'est pas question qu'on fasse la paix sans nous. On écoutera Sébastien Lecornu, on revient dans moins de 2 minutes sur BFM Business pour poursuivre cette conversation. On est ensemble jusqu'à 19h dans Les Experts sans frontières, bien sûr. À tout de suite. BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul. Allez, 18h29, on est toujours avec nos experts sans frontières, comme tous les vendredis, avec Richard Verly, avec Juan José Dorado, ici en plateau, et puis Benoît Ballet, bien sûr, qui est avec nous depuis Washington. Oui, il y a cette crainte qui monte depuis quelques temps maintenant, la crainte que la paix soit imposée par les Américains et les Russes sur le dos des Européens. On sait que Donald Trump s'est entretenu, effectivement, on en a parlé mercredi avec Vladimir Poutine, mais Medvedev, le Premier ministre russe, en est pas mal amusé, on l'a entendu. Écoutez à ce sujet l'avertissement de Sébastien Cornu, le ministre français des Armées, c'était hier soir chez nos confrères de BFM TV. Un cessez-le-feu bâclé, c'est potentiellement le retour d'une guerre plus importante et qui peut nous concerner à moyen et long terme. Donc c'est pour ça aussi que nous mobilisons avec le ministre des Affaires étrangères sous l'autorité du président de la République, parce qu'il n'est pas question de se faire avoir. Voilà, Sébastien Lecornu hier soir et son homologue allemand Pistorius est allé dans le même sens aujourd'hui. Oui, c'est vrai, l'Europe n'a rien à proposer pour l'instant, très clairement. L'Europe n'a rien à proposer pour l'instant parce que de toute façon, depuis le début de ce conflit avec la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, elle a toujours été derrière l'Ukraine. Elle fournit des armes, elle fournit du matériel, elle fournit des stratégies à l'Ukraine. Donc, quelque part, même si on dit qu'on est en dehors de ces conflits, on est à l'intérieur de ces conflits. Donc c'est vrai que depuis 2 ans et demi, on n'a pas proposé un plan de paix à proprement parler. Et je pense que le ministre de la Défense a raison qu'en même temps, quand on dit un arrêt de feu bâclé, ce n'est pas la garantie de rien du tout. Ouais. Et donc aujourd'hui, il faut faire aussi attention à ça et au fait qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui ont quand même des réticences. Aujourd'hui, vous avez l'Italie, vous avez l'Hongrie, qui sont d'une certaine manière pro-Trump et donc qui vont peut-être effectivement briser cette unité qu'il faudrait trouver au sein de l'Union européenne. Vous avez vu cette parenté qu'a fait aujourd'hui la chef de la diplomatie européenne, donc Kaja Kallas, avec les accords de Munich de 1938. C'est quand même, qui avait abouti à l'annexion du parti de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne hitlérienne. Enfin, voilà. Ça reste c'est un aveu de puissance quelque part cette comparaison. Oui, so what, voilà. Non, mais ça reste compliqué pour les Européens. Ça reste compliqué justement parce qu'il n'y a pas cette union, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, parce qu'on va tenter aller parler avec les uns et avec les autres et on voit qu'il n'y a pas d'unité. Cela dit, je suis de ceux qui pensent toujours qu'il faut toujours regarder un peu en arrière vers l'histoire, parce que l'histoire nous apprend aussi des choses. Cela dit, oui. Ça nous apprend des choses, peut-être aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs. Richard Verly. Avec une difficulté énorme pour Kaja Kallas, c'est que c'est bien joli de dire, de raviver le souvenir de Munich 1938, mais Kaja Kallas, elle a une révolution culturelle à faire. Elle est totalement atlantiste. Elle a passé sa vie politique, et on peut la comprendre, en tant que femme politique des pays baltes, à prendre ses ordres à Washington. Et aujourd'hui, il faut qu'elle résiste à Washington. Or, elle sait résister à la Russie. C'est ce que les Baltes ont toujours fait depuis leur indépendance, parce qu'ils redoutent une annexion à l'ukrainienne. Mais résister à Washington, elle ne sait pas faire. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'elle n'en parle pas. Donc ça ne peut pas marcher. Il faut avoir des mots forts aussi contre Donald Trump. Oui. Et pour l'instant, Kaja Kallas, elle n'a pas ces mots-là. Bon, on verra s'il y aura des mots forts du côté de Munich dans quelques heures. Il y a beaucoup de chefs d'État, de gouvernement qui y sont, évidemment. J.D. Vance, Zelensky, qui sont en train de se parler. Emmanuel Macron n'est pas présent, hein? Non, c'est à mon avis un réel problème. Il est dans les colonnes du Financial Times, il a donné une interview, mais il n'est pas à la conférence à la sécurité de Munich. Et pour un président qui veut peser sur les affaires du monde, on doit quand même s'interroger. Il a quand même beaucoup donné en début de semaine avec le sommet de l'IA. Oui, effectivement. Mais effectivement, c'est une absence qui, dans le contexte actuel, alors que lui a besoin de reprendre un petit peu la hauteur, reprendre la main,
Oui, d'autant qu'au sein de l'Union européenne, il faut quand même le redire, quand il s'agit de se positionner par rapport aux États-Unis, d'avoir des paroles fortes, voire, disons, désagréables pour l'Amérique, c'est souvent la France qui a ce type de paroles. Et Macron, absent de Munich, à mon avis, c'est un problème. On suit évidemment tout ce qui se joue du côté de Munich, ce sommet où peut-être le début de l'avenir de l'Ukraine va se jouer. On verra ce qui ressort de ces discussions. On va rester sur Trump, parce que Donald Trump continue de dérouler sa stratégie commerciale. Vous savez qu'il y a quelques heures, il a lancé ce qui s'appelle cette fois une guerre commerciale contre le reste du monde, puisqu'il a annoncé la mise en place de droits de douane réciproques sur toutes les marchandises importées sur le sol américain. Benoît Ballet, on vous retrouve à Washington. En gros, ça veut dire « je vous traiterai comme vous me traitez ». C'est un peu ça, Benoît. Oui, écoutez, le plus simple pour comprendre, c'est que je vous donne la déclaration de Donald Trump qu'il a faite depuis la Maison-Blanche. Voilà ce qu'il a dit, le président américain. Si des pays nous imposent un droit de douane ou une taxe, on leur impose exactement le même niveau de droit de douane ou de taxe. Voilà, c'est assez simple à comprendre, c'est sans équivoque. En fait, pour Donald Trump, c'est une question d'équité, d'autant plus que, d'après le président américain, les alliés des États-Unis se comportent souvent moins bien que ses ennemis. Et dans la foulée, si vous voulez, Donald Trump a signé un mémo. Dans ce mémo, il demande à ses équipes de faire une revue complète des disparités commerciales entre les États-Unis et le reste du monde pour mettre en place des droits de douane effectivement réciproques et personnalisés pays par pays. Ces conclusions lui seront confiées le 1er avril pour que le président puisse prendre des mesures dès le 2 avril. Ça, c'est ce qu'a précisé Howard Lutnick, le secrétaire d'État américain au commerce. Et l'Europe est bien dans le viseur du président américain. Donald Trump a qualifié d'extrêmement dur le comportement de l'Union européenne sur le plan commercial. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président américain n'a pas seulement les droits de douane dans le collimateur. Il prendra aussi en compte les barrières non douanières, comme les réglementations pénalisant les produits américains ou encore la TVA que certains États prélèvent. Alors effectivement, après les 10% de droits de douane supplémentaires annoncés sur les produits chinois, les 25% annoncés sur l'aluminium et l'acier mondial, Donald Trump poursuit sa politique économique très agressive, guidée par son agenda et un cap qu'il a qualifié et dit à de nombreuses reprises, l'Amérique d'abord, America First. Il est en train effectivement de dérouler. Vous restez avec nous, bien sûr, Benoît. C'est vrai, Benoît, il faisait allusion, ça s'appelle s'asseoir littéralement sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, qu'elle pèse en 2025 ? Mais les règles de base de l'OMC, c'est quoi ? C'est on traite les partenaires en fonction du niveau de développement du pays pour pas créer trop de distorsions, trop d'inégalités. Je pense quand même que c'est maintenant un petit peu plus compliqué et habile de la part de Donald Trump. C'est parce qu'en se plaçant sur le plan de la réciprocité, c'est-à-dire si je suis taxé à 10%, je vous taxe à 10%, il me semble que ça peut mieux se défendre à l'OMC que les hausses unilatérales qu'il avait initialement décidées sur le Mexique et le Canada. Je rappelle qu'elles ont été repoussées d'un mois, puisqu'il y a des négociations qui ont cours. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas, et il ne faut surtout pas dissocier ces hausses programmées de droits de douane de ce qu'il va faire Donald Trump sur le plan fiscal. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il va rendre plus cher le fait d'exporter vers les États-Unis. Donc, par exemple, vous produisez une voiture, vous voulez l'exporter aux États-Unis, ça va devenir beaucoup plus cher, mais avec un dumping fiscal, il va rendre moins cher de produire aux États-Unis. Sous-entendu, produisez des voitures chinoises, mais produisez-les aux États-Unis, avec de l'acier américain, avec des ouvriers américains. Et ça, je pense que c'est son objectif. Il y a des chiffres qui leur en travers du gosier. Bon, les déficits commerciaux avec telle ou telle partie du monde, mais globalement, le déficit commercial américain en 2024 a passé la barre des 900 milliards. Voilà, donc lui s'en tient aux chiffres. Les vraies raisons de ces déséquilibres, c'est la puissance de l'économie américaine, par définition, mais lui ne voit pas les choses comme ça. Non, parce que c'est assez simpliste. C'est très simpliste. C'est très simpliste comme il a 300 millions de consommateurs riches qui consomment beaucoup, effectivement. Il a un dollar fort, c'est ça les vraies raisons. Mais le pire de tout ça, c'est qu'effectivement, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore une position commune des pays de l'Union européenne, même si von der Leyen a assuré effectivement qu'il y aura une réponse rapide et proportionnée
la politique américaine. Mais ce qui reste à prouver encore pour les Américains, c'est que cette politique soit bénéfique aussi pour la population américaine, puisque, comme vous l'avez signalé, ils consomment beaucoup à l'étranger, mais parce qu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important que d'autres pays, et donc ils importent. Ça, c'est une réalité. Donc, d'ailleurs, les économistes américains commencent à dire effectivement que cette politique, elle est simpliste et que cette politique n'apportera pas les fruits escomptés par le président américain. Cela dit, comme dans le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne est toujours en retard. Elle a toujours besoin de se montrer solidaire. Et encore une fois, elle ne l'est pas complètement. L'Union européenne qui a encore dit aujourd'hui qu'elle répondrait à toute taxe réciproque, tout droit de douane réciproque et des réactions du côté du Brésil. Cela dit, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Vous avez vu qu'il y a certains pays qui... serpente un petit peu, louvoie, essaie quand même de jouer la stratégie de la poignée de main avec Donald Trump. Je pense aux Japonais, aux Britanniques, essaient de mettre en avant à chaque fois le lien inaliénable entre les États-Unis et tel ou tel pays pour éviter justement la sanction suprême. Ça c'est malin, ça, hein, quand même. Alors, c'est malin. Du côté du Japon, c'est malin avec en plus de très solides arguments. Alors, le Premier japonais est allé justement faire du business, très solides arguments du GNL en masse. Il est clair que l'adversaire principal de Donald Trump, c'est la Chine, et l'avant-poste américain en Asie-Pacifique, c'est le Japon. Ils sont le porte-avions des États-Unis. Donc, ils ne vont pas tomber sur le Japon, par définition. Mais évidemment que non. Bon. Et d'ailleurs, je vous signale que le Premier ministre, si on s'en tient aux propos de Donald Trump, le dirigeant avec lequel il avait les meilleures relations durant son premier mandat, c'était Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, qui a été tué, qui a été assassiné. Donc le Japon, c'est logique, ils ont la bonne stratégie. Eux, ils sont le porte-avions américain et ils vont le demeurer. Ils ont dit on va acheter des tonnes de GNL, des tonnes... Évidemment. Voilà. Les Britanniques, c'est beaucoup plus compliqué. Les Britanniques, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'alors eux, ils espéraient. C'était l'espoir du Brexit. C'était on vire les Européens et les Américains et autres vont nous faire les yeux doux. Sauf que vous avez vu la charge de Elon Musk contre Keir Starmer, le Premier ministre travailliste. Le problème des Britanniques aujourd'hui, c'est qu'en gros, Trump, il dit « Moi, j'adorerais travailler avec vous, mais changer de gouvernement. » Non, mais même sous Trump 1, du temps des gouvernements conservateurs, ils n'ont pas été capables de nouer avec l'Amérique le traité de libre-échange qu'ils espéraient nouer rapidement. Mais parce qu'ils ont un problème... C'est Trump qui était là à l'époque et c'était les conservateurs en face. Parce qu'ils ont un problème similaire que je suis sûr ici à BFM Business vous disséquez régulièrement, c'est que ce sont deux pays qui ne produisent plus ou produisent beaucoup moins. C'était le drame du Brexit. C'était le drame du Brexit. Un pays riche, mais l'Amérique industriellement a beaucoup perdu. Et en même temps, peut-être parmi ces pays, on peut comprendre aussi quelque part le positionnement de l'Inde par rapport aux États-Unis, effectivement, d'amadouer aussi en quelque sorte les États-Unis, mais ce qui est peut-être beaucoup plus compliqué à comprendre, ou difficile à comprendre, c'est le positionnement du Brésil, qui, même politiquement, est complètement à l'opposé de la politique des États-Unis. Mais ça, encore une fois, c'est vrai que les États-Unis ont un pouvoir tel qu'ils sont capables, et Donald Trump est un spécialiste, d'imposer ses vues, ses déclarations à l'emporte-pièce, mais ses déclarations fortes, ses menaces, etc., font effectivement trembler un certain nombre de pays qui voient que son économie pourrait être fortement impactée, ou au moins impactée. Et donc, je peux comprendre en tant que leader politique à un moment donné qu'on réfléchisse en termes nationaux et se dire peut-être va-t-il falloir céder un tout petit peu pour ne pas se faire écraser par les Américains à un moment donné. Ça reste là. On va retrouver Benoît une dernière fois, Benoît Ballet à Washington, qui est resté avec nous. Ça reste la vraie question existentielle, Benoît. Est-ce que Trump fait tout ça pour véritablement taxer ou pour juste obtenir des contreparties? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui encore, finalement, hein. Effectivement, et il y a des arguments écoutez, qui vont un petit peu dans les deux sens. D'abord, si on regarde sur le prisme, si on se dit que Donald Trump fait ça vraiment pour taxer, il faut se souvenir que pendant sa campagne présidentielle, les droits de douane, c'était vraiment son mot favori. Il a dit que c'était même son mot préféré du dictionnaire, le mot tariff en anglais. Et il expliquait à ce moment-là que ces droits de douane qu'il allait imposer à tous les autres pays allaient permettre de financer toutes ces autres mesures, et donc finalement de rendre l'Amérique plus grande, plus prospère, etc. etc. D'un autre côté, faut se souvenir que juste après son arrivée à la Maison-Blanche, l'investiture le 20 janvier, il a déjà à ce moment-là décrété des droits de douane qui visaient le Mexique et le Canada. 25% de droits de douane sur tous les produits importés de ces deux pays. Et très rapidement, on a vu des négociations et il y a eu des accords qui ont été signés. Les négociations ont abouti
juste avant la date butoir. Alors Donald Trump a obtenu gain de cause sur la protection de la frontière au sud des États-Unis avec le Mexique qui a accepté d'envoyer 10 000 soldats mexicains pour sécuriser cette frontière. Le Canada et le Mexique se sont aussi accordés avec les États-Unis pour investir davantage de moyens dans la lutte contre le trafic de fentanyl, vous savez, cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Donc, il y a eu des choses qui ont été obtenues par Donald Trump. Alors, juste, il y a la Chine qui n'a pas cédé et qui a lancé des mesures réciproques. Mais ce qui est intéressant aussi de comprendre, je trouve, c'est que dans ce mémo qui a été signé par Donald Trump, il y a bien la notion de pays par pays. Réciprocité certes, mais pays par pays. Et surtout, on se donne à peu près 45 jours pour décider. Ça veut dire qu'il va y avoir des marges de négociation et ça veut dire que Donald Trump et son administration attendent effectivement peut-être aussi de voir les réponses de leurs alliés pour essayer de tirer un petit peu toujours le meilleur de ces relations qui, on le comprend et on le sait avec Donald Trump, une relation c'est avant tout un bras de fer et des négociations possibles pour tirer le meilleur de son adversaire ou de son ami. On y verra plus clair effectivement d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Merci beaucoup Benoît, on vous libère, on vous remercie d'avoir été avec nous. Benoît Ballet en direct de Washington avec nous ce soir dans Les Experts sans frontières, 18h45. On revient dans 30 secondes messieurs, et puis il nous reste une dizaine de minutes ensemble pour parler de quoi ? Du sommet de l'IA, on va se faire un peu plaisir parce que ça a été le temps fort de la semaine. Et puis alors ce débat sur le fait de savoir si ce qui se passe chez vous en Espagne est une vraie remontada ou peut-être pas tant que ça finalement. Juan Rosé, on voit tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Les Experts sans frontières sur BFM Business. Allez, 18h46, encore quelques minutes avec nos experts Richard Verly, Juan Rosé Dorado avec nous en plateau. On voulait dire un mot quand même parce que ça a été le temps fort de ce début de semaine, le sommet de l'IA à Paris, bien sûr, avec un Emmanuel Macron en VIP de la tech française, de l'IA française, européenne. Et qu'il a dit, il n'a pas eu raison de le faire finalement. Ce qu'on a fait avec votre Notre-Dame, voilà, il faut le faire au niveau français, européen en matière d'intelligence artificielle. Écoutez. Ce sommet n'est pas seulement l'annonce d'un grand nombre d'investissements en France. C'est un appel au réveil pour une stratégie européenne. Nous allons adopter la stratégie Notre-Dame de Paris. Nous allons montrer au reste du monde que quand nous nous engageons à respecter un calendrier précis, nous pouvons le faire. Vous décidez, vous rationalisez toutes les procédures, quelqu'un est responsable et vous le faites. Donc l'approche Notre-Dame de Paris sera adoptée pour les data centers, pour les autorisations de mise sur le marché, pour l'intelligence artificielle et pour l'attractivité. Dépêchons-nous, il le faut. Le retour de son privé, forcément, Juan Rosé. Oui, non, mais je souris parce qu'il a de la suite dans les idées. Déjà en 2018, il avait annoncé effectivement qu'il allait faire de l'intelligence artificielle, de l'investissement en intelligence artificielle, quand même un vecteur important de la politique française. Et donc, il a de la suite dans les idées avec ce sommet qui a été organisé à Paris. Après, la réalité est complètement différente. C'est-à-dire que entre la Chine et les États-Unis, les Européens ne font pas le poids pour l'instant. Et je ne vous dis pas la France toute seule. Quand vous voyez qu'effectivement les États-Unis parlent des 500 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle et que dans des pays encore, je me réfère à celui que je connais le mieux, que c'est l'Espagne, vous dit que l'investissement pour les 2 prochaines années, ça va être d'1,5 milliard, mais vous voyez tout de suite que nous ne jouons pas dans la même catégorie. Donc c'est bien effectivement que Emmanuel Macron prenne ça à bras-le-corps et qu'il essaye de tirer l'Europe vers les hauts. Je pense que c'est sommet a été, entre guillemets, une réussite parce que ça fait prendre conscience à la société, aux différentes sociétés européennes, que c'est important d'investir. Maintenant, il va falloir récupérer cet argent, comme il essaye de le récupérer depuis quelques années avec ses sommets du côté de Versailles. Mais comme Trump n'a pas encore fait la lumière sur le financement des 500 milliards du fameux plan Stargate, comme l'Europe, alors il y a 109 milliards d'euros d'investissement au niveau français, 200 milliards a dit Van der Leyen au niveau européen, alors 50 pour l'UE, 150 milliards venant de grands groupes privés. Bon, est-ce que vous dites les 200 milliards de Van der Leyen, ça vaut bien proportionnellement les 500 milliards de Trump du projet Stargate, Richard Verly? Potentiellement oui, mais ce qui est intéressant, moi je trouve dans cet extrait, c'est que vous avez 2 stratégies aujourd'hui. Vous avez la stratégie tarif-shérif, c'est celle de Trump, là c'est du concret.
Trump, c'est très concret, c'est des tarifs, le shérif. Macron, c'est Notre-Dame de Paris. Que je sache, Notre-Dame de Paris, c'est quand même beaucoup plus virtuel, même quand on l'entend. Alors, on a bien compris que le chantier français, il a eu lieu. C'est une belle réussite. Oui, mais sauf logistique, c'est d'une efficience. Oui, mais sauf qu'en France, il a la capacité, et il l'a exercé, et ça a marché, de nommer un chef de chantier, de faire tenir des délais, mais au niveau européen, ne nous leurrons pas, il l'a pas, Emmanuel Macron, cette capacité. C'est pas lui qui va nommer le chef de chantier. Et c'est pas parce qu'il y aura un chef de chantier. C'est pas Van der Leyen non plus. Hein. Mais c'est bien le problème. Oui. Je suis pas sûr que la stratégie Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire on abandonne les processus habituels, on se coalise autour d'un chef, soit la bonne au niveau européen, compte tenu de ce qu'est l'Union européenne. Je crois que la vraie chance de l'Europe aujourd'hui, elle est ailleurs, et c'est ça. C'est qu'il y a des talents, il y a d'abord des données à protéger, d'urgence, des données à protéger. Je signale quand même que le Parlement européen a signé un accord, là, il y a quelques semaines, avec une société américaine, Anthropics, pour gérer tout son système de traduction. Protéger les données européennes, ça c'est absolument urgent. Et ensuite, identifier toutes les start-up dans les 27 pays de l'Union et d'urgence leur donner des financements. C'est-à-dire, au fond, les Américains, ils sont très forts pour faire du top-bottom, de haut en bas. Il faut que l'Europe, elle fasse du bottom-up, de bas en haut. Ce qui est intéressant sur ces sujets, c'est justement le fait que ça, c'est du virtuel. Il faut récupérer de l'argent, il faut convaincre les gens d'investir. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus réel, c'est qu'il y a des sondages qui apparaissent dans différents pays. Et par exemple, en Espagne, vous voyez que cette année, 80% des entreprises espagnoles déclarent qu'ils vont investir dans des outils liés à l'intelligence artificielle. Donc, si en France, vous avez 84% des PME qui vous disent « j'ai jamais utilisé un outil d'intelligence artificielle ». Et en même temps, en Espagne, vous avez 80% des entreprises qui disent « on va investir dans l'intelligence artificielle ». Oui, mais pour faire quoi? Enfin, voilà aussi, c'est les fameux cas. Alors, on a eu tout un débat sur le terme de cas d'usage cette semaine. Si vous investissez, il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, il peut y avoir des investissements derrière aussi. Oui, et puis avec une difficulté pour la France qu'il faut bien avouer, c'est que si vous appliquez l'intelligence artificielle, par exemple, à l'industrie, en termes rationnels, il vaut mieux l'appliquer en Allemagne aujourd'hui. Les usines allemandes, elles sont plus performantes, elles sont plus robotisées, et donc ce serait plutôt l'Allemagne qui profiterait d'un grand boom européen de l'intelligence artificielle. C'est ça la difficulté en Europe, c'est comment on fait pour choisir qui va profiter de quoi. Désolé de le dire, mais si on veut vraiment répondre à la poussée de Donald Trump, il faut avoir un esprit fédéral européen. C'est la seule solution. Et cet esprit fédéral, il est pour l'instant pas au rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le créer, on ne peut pas s'y atteler. Mais il faut attendre quoi pour qu'on en arrive là, pour qu'on fasse le grand saut? Richard, je vous entends parfaitement, mais qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il faut deux choses. D'abord, il faut qu'il y ait une incarnation. On ne l'a pas ici. Il faut un Elon Musk. Pour dire Elon Musk, pas dans le tempérament libertarien, autoritaire, copain de l'extrême droite allemande et de l'extrême droite britannique. Il faut quelqu'un comme ça, qui incarne ça. Quelqu'un dont le nom résonne aussi bien du côté des Français que des Allemands, que des Italiens. Vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur? Ça existe au Japon, il y en a un au Japon, Masayoshi Son, d'ailleurs, qui investit avec les Américains. Oui, je sais, mais il faut passer par ça. Il faut une très forte incarnation et surtout, il faut une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est protéger les données européennes. Oui. Ce continent est un trésor de données que les GAFAM moulinent et exploitent en permanence. Évidemment en série. Il nous reste quelques minutes pour dire un sujet de chez vous, Juan Rosé, de l'Espagne. Voilà, ce sont nos confrères des Échos qui évoquaient le sujet ce matin, alors qu'ici, vous savez, on a beaucoup parlé de la réussite espagnole, 3,2% de croissance l'an dernier, 1 million d'emplois créés en 2 ans. Mais on a un Pedro Sanchez qui, rappelle les Échos, est incapable depuis 2 ans de faire approuver son budget, d'où une paralysie qui finit par ralentir quand même la modernisation du pays. Il n'y a pas que les Échos qui le disent. Tiens, je vous fais écouter Mariano Rajoy, qui est l'ancien Premier ministre espagnol, qui disait « bah oui, de mon temps, ça se passait beaucoup mieux, forcément ». J'ai été Premier ministre pendant 7 ans, avec et sans majorité, 7 ans et 7 budgets approuvés. Jamais un budget n'a manqué. Et quand il n'est pas possible de faire approuver un budget, il faut dissoudre et rien d'autre. Cela a toujours été fait de cette façon et partout. Nous l'avons vu récemment dans certains pays européens.
Voilà, un bon entendeur. Oui, non, mais il a raison, factuellement, il a raison. Il n'avait pas de majorité, il a réussi à faire approuver tous les ans le budget, ce qu'il n'est incapable de faire aujourd'hui Pedro Sánchez, puisque on est en train de fonctionner en 2025 avec les budgets de 2023. Donc vous voyez effectivement, il y a une grosse différence. Vous savez quoi, quelque part, ça nous rassure quand on en ça vous rassure. Finalement, quelque part, finalement. Le modèle espagnol, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas. Je suis désolé. Vous m'aviez déjà posé cette question il y a quelques semaines. Je pense qu'il n'y a pas de modèle espagnol, c'est-à-dire qu'il y a une réussite macroéconomique qui est réelle, mais après, dans la rue, dans le quotidien des Espagnols, il y a énormément de difficultés. Comme vous voyez, effectivement, la croissance du PIB espagnol est importante, mais la croissance individuelle en Espagne est au même niveau qu'en France. Mais alors pourquoi vous faites 3,2% de croissance alors que nous, on nous explique depuis des mois que tout est paralysé en France, que tout s'arrête? Déjà, la première des choses, c'est qu'on profite, comme tous les pays, mais l'Espagne particulièrement, des fonds structurels, des cohésions qui ont été approuvés. L'Espagne a touché près de 50 milliards déjà de ce fonds-là. Et puis, il y a aussi l'énergie espagnole, par exemple, qui a pesé lourdement sur tous les budgets dans tous les pays. En Espagne, 56%, ce sont des énergies renouvelables, donc beaucoup moins chères que dans d'autres pays. Et puis... le gaz, la dérogation que vous avez obtenue pour le gaz au niveau européen. De façon générale, effectivement, pour les gaz. Donc, effectivement, il y a des réalités, mais la réalité, c'est aussi que après le Covid, l'Espagne a eu besoin, le gouvernement socialiste a eu besoin de subventionner le transport. D'ailleurs, on va continuer à subventionner le transport pour les Espagnols, parce que sinon, ils ont du mal à payer le transport. Mais par exemple, l'exonération des TVA sur les produits de première nécessité disparaît. L'exonération, justement, sur l'énergie va disparaître. Et là, on verra dans les prochains mois, effectivement, si le niveau de vie des Espagnols va augmenter, ou tout le contraire, va descendre un tout petit peu. Donc, séparons la macroéconomie qui marche très bien en Espagne et séparons l'économie quotidienne des foyers qui n'arrivent pas à se loger parce qu'ils n'arrivent pas à payer des loyers ou à acheter des appartements. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de cette affaire, Richard, en une minute? Je pense que d'abord, l'Espagne a aussi la chance d'avoir encore une forme d'économie informelle, touristique, qui marche bien, qui est beaucoup moins rigide qu'en France. Et puis l'autre chose, l'Espagne sait, et ça c'est bravo, extraordinairement bien dépenser l'argent européen. Dépenser au sens l'investir. En France, on le reçoit, mais on sait mal le dépenser. Et ça, il faudrait clairement se pencher sur la manière dont le plan Next Generation EU, le dernier, les crédits attribués à la France, ont été en partie non encore investis en France alors qu'ils l'ont été en Espagne. Oui. Et chez vous en Suisse, il n'y a pas ce problème. Eh bien non, puisqu'on est à peu près à 40% du PIB pour la dette. Et que d'un seul coup, l'enthousiasme on s'achemine vers une croissance d'à peu près 2%. Et déjà, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, anticipe des coupes budgétaires en prévision d'un endettement excessif. Je rappelle le chiffre, 40%, la France, 115%, l'Espagne, je ne sais pas trop. Légèrement, 112, 113%, l'Espagne est descendue par rapport à la France. Mais c'est pas parce qu'on est frugal qu'on a raison. Absolument, ça c'est par définition. Bon, pour l'instant, ça tient. Vous ferez combien de croissance cette année, vous, en Espagne? Donc, un peu plus de 2,5%. On est en train de taxer sur les 2,5%. Cela dit, effectivement, le risque en Espagne, c'est aujourd'hui d'avoir un gouvernement de coalition qui n'est pas majoritaire et qui est obligé de négocier chaque loi, chaque décret pour pouvoir continuer à gouverner. Bon, il faut tenir. Mais l'expérience montre qu'on peut avoir de la croissance malgré de l'instabilité politique et de l'incertitude fiscale, tout ce qui va avec. On retiendra ça comme point positif malgré tout. C'est terminé pour ce soir. Merci messieurs d'être venus. Richard Verly, correspondant du journal suisse Blick à Paris. Juan José Dorado, journaliste espagnol basé à Paris également. Merci beaucoup messieurs. À très vite pour de nouvelles aventures. On remercie Benoît Ballet, bien sûr, qui était avec nous depuis Washington.